Je suis un homme qui a seulement le certificat d'études primaires. J'ai fini ma carrière comme directeur des éditions Hachette Éducation, publiant donc entre 400 et 450 titres par an, avec une équipe d'environ 400 personnes. Et c'est vrai que pour moi, c'est une fierté, à partir de rien, d'avoir eu ce parcours professionnel. Alors, inutile de dire que ce parcours professionnel n'a pas été sans effort. J'ai travaillé pendant 40 ans, sans doute 70 heures par semaine, mais j'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs qui m'ont complètement épaulé. J'ai toujours considéré que si je réussissais, c'était grâce à l'équipe qui était autour de moi et qui me faisait confiance. Je suis né dans le Cotentin, face aux îles anglo-normandes. C'est aussi des points importants de ma vie. Je suis né dans une famille ouvrière, avec évidemment des grands-parents agriculteurs, comme beaucoup de citoyens français. Et c'est vrai que ces racines sont également importantes pour moi. J'y reviens tous les ans. Pendant 2 mois, toute la période estivale, je la passe là-bas avec mes enfants. Sur la trace de ses ancêtres. Qu'est-ce que vous connaissiez de l'Algérie quand vous étiez gamin? Je ne connaissais pas grand-chose, sinon je savais que c'était quand même un pays au soleil. Et quand on est né dans le Cotentin, où il pleut souvent, il y a souvent des brouillards, c'était pour moi important. Donc lorsque j'ai fait mes 3 jours avant le service militaire, j'avais déjà une conviction très forte, on y reviendra sans doute. Je savais que cette guerre d'Algérie allait conduire au fiasco, que c'était une folie, une imbécilité, que l'indépendance algérienne allait de soi. Donc à 14 ans, j'avais ces convictions très fortes. Et en 1954 précisément, j'avais étudié en classe de 4e, aussi bien en histoire qu'en géographie, on étudiait l'Europe à cette époque, je pense que c'est peut-être encore le cas. Le fait est qu'on m'avait raconté que les Irlandais avaient voulu se soustraire du joug britannique en 1920 ou 1921, je ne sais plus. Et à ce moment-là, la guerre algérienne, la guerre d'indépendance commençait avec donc ces événements du 1er novembre 1954. J'étais donc en 54, ça avait fait tilt, je ne sais pas encore pourquoi, mais pour moi, immédiatement, ma conviction, à 14 ans, était faite. Cette guerre allait conduire au fiasco, c'était une imbécilité de l'affaire. Il y avait, si les Irlandais avaient voulu se séparer des Britanniques alors qu'il y avait un chenal, ils étaient tous les deux chrétiens, un peu protestants, un peu catholiques. Un pays avec la Méditerranée entre les deux, avec des cultures et des religions différentes, ça ne pouvait pas faire, donc ma conviction était absolue. Mais donc je l'ai dit. Ça vous a valu quelques soucis, non? Non, ça n'a pas valu de soucis. Là, vous savez, c'est quelque chose où on pose des questions, vous avez des entretiens. Pas de souci à ce moment-là. Mais cette conviction, je l'avais quand même exprimée. Je l'avais aussi exprimée parce que je redoutais plus que tout, en vérité, d'aller dans une caserne, parce que les casernes, vous voyez, rien que le mot me répulse. La caserne, l'autorité militaire, les marches, 1-2, etc., c'est ce qui m'effrayait le plus. Souvent, d'ailleurs, c'était en Allemagne. Bon, tout ça me redoutait, donc j'avais fait, d'une part, état de mes convictions sur le plan de cette guerre, et d'autre part, j'avais quand même exprimé un certain goût pour l'exotisme qui ne m'a pas quitté d'ailleurs, puisque j'ai aujourd'hui 84 ans, j'ai beaucoup voyagé lorsque j'ai pu le faire. Et c'est vrai que l'idée du soleil, des palmiers, tout ça, me plaisait bien. Figurez-vous que les autorités militaires ont compris ça et m'ont nommé à un poste d'instituteur et directement en Algérie. Où ça? Mon premier jour de service militaire a commencé en Algérie. Où ça? Dans quelle ville d'Algérie? Je suis arrivé à Alger, bien sûr, et ensuite à Miliana, où j'ai eu cette formation militaire, et ensuite j'étais sur le barrage du Maroc, mais on y reviendra peut-être, premièrement comme instituteur, et ensuite, il faut bien le dire, derrière un canon. Est-ce qu'à l'époque, on avait la possibilité de contester une décision? Il n'y avait pas tellement d'alternatives. Mais c'est une bonne question, puisqu'elle me hante encore. Puisque j'avais, et parfois dans les dialogues que je peux avoir avec des Algériens, c'est quelque chose qui revient. J'ai l'occasion de dire que j'étais, dès 14 ans, contre cette guerre. Je l'étais encore, naturellement, quand j'avais 20 ans. Il n'empêche que je n'ai pas refusé d'y aller. Pourquoi? Je crois pouvoir l'expliquer assez simplement. D'abord parce que ma formation politique à 20 ans, je n'étais pas dans un parti politique, je n'étais pas syndicalisé. Et puis par ailleurs, j'étais républicain.
tous les gouvernements de l'époque étaient favorables à cette guerre d'Algérie. L'Algérie, c'est la France, disait François Mitterrand. Il y avait un consensus absolu pour cette guerre. Clairement, moi, comme républicain, j'estimais que mon devoir, c'est pas parce que j'avais des idées personnelles contraires à cette guerre que mon devoir de républicain était d'obéir aux ordres de la République et démocratiquement, les gouvernements étaient démocratiquement élus. Comment moi, petit individu, je révoltais contre ça. Et puis il y a peut-être aussi l'idée que des camarades allaient au combat, allaient en Algérie, et moi je serais... Alors, vous pouviez être utile. Je serais allé en prison, naturellement. Oui, ce que j'ai dit, parce que la notion d'insoumis ou de réfractaire à l'époque n'existe pas. Les premiers souvenirs de l'Algérie, vous arrivez à Alger par... C'est l'arrivée en bateau, le 9 juillet. Magnifique baie d'Alger, la Casbah, je vais vous dire les choses un peu plus loin. Donc immédiatement, on nous a attendus dans un camion, je me souviens plus très bien, on était dans un poste militaire, on m'a remis un pactage, et après on m'a dit, on vous partirait demain matin à 6h pour Miliana, très bien. Et en attendant, j'étais toujours en civil, et pas de problème, on m'a aucune contrainte. Immédiatement, je suis allé dans la Casbah. Il y avait des militaires à l'entrée de la Casbah, il y avait des barbelés. Et comme Français, je suis passé sans difficulté. Et puis j'ai découvert cette espèce de... quelque chose, pour moi, c'était un mirage. C'était la première fois que je sortais dans un pays semblable. Et évidemment, j'ai trouvé ces constructions, les oranges qui défilaient dans la... L'exotisme que vous évoquiez tout à l'heure, là, vous rattrapez très rapidement. Exactement, donc j'ai eu un intermède, ça a duré 2 heures peut-être. Et pour moi, c'était très satisfaisant. Mais pas de l'ambiance dans la Casbah, hormis ces barrages effectivement filtrés. Il y avait, mais bon, je n'ai pas perçu non plus, enfin je vous dis, je suis allé sans crainte. Et Miliana, c'est combien? Alors Miliana, c'est une très jolie ville. Alors là, par contre, j'ai découvert la caserne. Les marches au pas, les contraintes épouvantables, le monde militaire, terrible. Pour vous, on est loin du Cotentin. On est très loin du Cotentin. Moi, j'ai trouvé cette ville merveilleuse, très, très, très belle. Alors, la caserne, c'était épouvantable. Vous imaginez des chambres où il devait y avoir 100 personnes. C'était en plein été. Incroyable. Une rangée au milieu, une allée au milieu. De chaque côté, des lits alignés, je crois, avec 2 ou 3 étages, je ne sais plus s'il y a 3 étages, mais il y en avait au moins 2, c'est sûr. Un vrai dortoir digne de ce... 100 personnes c'était assez bien comme construction, c'était d'assez belles constructions, mais... et puis debout là-dedans, pour le réveil, enfin bref, une ambiance quand même très particulière. Très particulière, et puis le passage, la marche au pas, qui de manière à nous mettre tous dans le moule, était quand même des moments épouvantables. Mais il y avait le dimanche. Où on avait le droit de sortir, on était en tenue, et j'essayais d'aller comme je vous ai dit, je n'ai pas du genre peureux, donc j'allais un petit peu dans la campagne, du coup à la rencontre de quelques habitants, ou tout au moins des enfants, parce que les habitants, ils étaient quand même pas, ils n'allaient pas vers nous. Non, mais on demandait, les enfants sont moins méfiants. Voilà, absolument, mais les enfants, c'était des rencontres sympathiques, oui. Et puis la campagne, magnifique. Et donc vous arrivez à Miliana, et c'est en arrivant à Miliana, donc on vous... En arrivant à Miliana, après mes classes qui ont duré 4 mois, c'était des classes militaires habituelles, formation habituelle, maniement des armes, etc. Et j'étais dans une batterie, un régiment d'artillerie. Oui, j'allais vous demander quel était le... J'étais dans un régiment d'artillerie, mais bon, j'étais nommé instituteur, donc le côté artilleur s'est totalement effacé, au moins dans un premier temps. Donc, à partir du moment où vous avez été nommé instituteur, en quoi consistait votre rôle sur place? Alors, j'étais dans un camp de regroupement. Il devait y avoir à peu près 2000 personnes dans ce camp de regroupement. Il y avait dans ce camp un médecin, il y avait quelqu'un qui avait une fonction agricole, probablement pour aider les villageois, et il y avait trois personnes, il y avait un directeur d'école, et il y avait 2 instituteurs, dont j'étais. Nous étions hébergés dans une ancienne école, je pense, qui avait été partiellement détruite, qui était devenue
presque inhabitable, c'est pour ça qu'on y était. Et ensuite, l'école elle-même était dans des baraquements qui avaient été construits juste à côté du village de regroupement. Donc, tous les matins, on descendait dans cette école et on commençait toujours par donner des soins aux enfants qui avaient souvent des glaucomes, enfin qui avaient les yeux, alors on mettait des gouttes, on pansait leurs blessures comme on pouvait, l'infirmier nous donnait un peu de médicaments, donc on commençait, il y avait une demi-heure, on avait des classes près de 100. Moi, oui, c'est ça, parce que c'était toute tranche d'âge confondue. Il y avait 3 classes. Moi, je me souviens j'étais avec les petits, donc peut-être pas maternelle, mais genre CP, CE1, mais il y avait près de 100 élèves, près de 100 élèves. Mais bon, c'était bien, j'étais quand même content de faire ce travail. Puis, vous l'avez exercé pendant combien de temps? J'ai été exercé pendant à peu près 1 an. À peu près 1 an, et puis ensuite j'ai attrapé une jaunisse, plus un peu de paludisme quand même. Donc on m'a soigné à Marnia, sur la frontière du Maroc, puisque j'étais tout à fait dans ce coin. Et ensuite, eh bien, j'ai eu droit à une permission d'une quinzaine de jours. Je suis revenu en France, et quand je suis revenu en Algérie, mon poste était supprimé. Alors vous savez, l'armée ne vous explique rien. Donc le poste était supprimé. Est-ce qu'on avait fermé l'école? Je ne crois pas. Mais probablement qu'on m'avait remplacé, tout simplement, puisque j'étais en permission. Et du coup, on m'a affecté à un travail d'artilleur. Donc les choses ont changé. Alors c'est un deuxième point qui me paraît important. Donc qu'est-ce que je faisais? On tirait presque toutes les nuits, au canon. Donc très tôt le matin, vers 10h du matin, jusqu'à 10h du matin plus exactement, nous creusions des soutes pour les munitions, de manière à les protéger, bien sûr, donc un travail physique quand même, sous le soleil, jusqu'à 10h du matin. Et puis, on était tranquille à partir de 10h jusqu'à 1h du matin, on va dire, puisque là, on se couchait peut-être à 10h, mais on était très souvent réveillés à minuit, 1h, 2h, parce que des moudjahidines tentaient de franchir, ou surtout la nuit, que la nuit, tentaient de franchir et souvent voulaient apporter des munitions. Donc un lieutenant était sur place pour commander les tirs, et un capitaine ou un lieutenant, souvent il y en a un qui allait sur le front et l'autre restait dans la batterie, puisque c'est comme ça que ça s'appelle en artillerie, et on avait des ordres de tir. Et donc après ce travail d'instituteur qui me satisfaisait pleinement, j'ai eu ce travail d'artilleur, et je dois dire, il faut avouer les choses, que à l'époque, je n'ai quasiment pas ressenti de culpabilité à cet égard. Ce n'est pas la même chose d'avoir un adversaire devant soi avec un fusil, où c'est lui qui tire ou c'est moi. Moi j'étais à 5 ou 6 kilomètres de l'endroit où les bombes arrivaient, mais évidemment vraisemblable qu'il y a eu quelques victimes. Oui, vous n'étiez pas au contact en fait, et puis votre mission là c'est quelque chose qui me hante un peu. J'ai deux choses qui me hantent à propos de tout ça. Le fait que, malgré mes convictions, j'ai accepté d'aller en Algérie, pour les raisons que j'ai tenté de vous expliquer. C'est un premier point qui est quand même important dans ma conscience. Et le deuxième point qui est important aussi, c'est l'espèce de conditionnement. Et le fait, alors bien sûr que je n'avais pas le choix, là aussi, on me donnait un rôle, mais je n'ai pas ressenti, au moment où je faisais ça, que c'était quand même un problème. Voilà, ainsi va la vie, et c'est important de le savoir. Et puis surtout, Christian, autorisez-moi cette parenthèse, à ne pas juger avec, justement, quelle que soit l'histoire qu'on évoque, à ne pas juger à quelques décennies après coup, parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'on aurait fait à la place de la personne qui témoigne, et je pense qu'effectivement... pour vous dire que non, mais on se retrouve dans cette situation, enfin, les relations franco-algériennes, par moments, sont toujours un petit peu délicates, et quand je dis par moments, j'aurais pu l'enlever, parce que justement, on a toujours tendance à vouloir se mettre à la place de ceux qui ont vécu réellement ce conflit, et de dire, moi, à cette place, j'aurais pas fait la même chose. Bon, on ne sait pas, comme vous le disiez, vous l'avez évoqué à juste titre. Vous étiez là dans un rôle, vous aviez des instructions, vous les appliquiez. Oui, non, mais je vous remercie de ce commentaire, mais c'est tout à fait la vérité, bien sûr, que les jugements qu'on peut avoir a posteriori sont sans intérêt.
sans intérêt. Mais le fait est quand même que ça me hante, c'est exagéré de dire ça, mais ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir, je rappelle à ce sujet un peu ce qui se passait avec les nazis ou avec le régime stalinien. Il y a un moment, les nazis disaient c'est pas moi, je reçois des ordres. Et comment Staline disait c'est pas moi, c'est le parti. Donc on est assez vite entraîné. C'est un peu peut-être le concept de Hannah Arendt. On est assez vite entraîné à faire. On peut être entraîné à faire des choses qui sont contraires à la morale et aux droits de l'homme dans certaines situations, dans un contexte de peur. C'est ce que j'essaye de dire aux élèves, puisque j'ai beaucoup de plaisir et d'intérêt à aller dans les classes pour leur exprimer toutes les horreurs de la guerre, et aussi la nécessité de savoir s'indigner, de savoir se révolter, de la nécessité de s'engager. Je conclus généralement mes interventions en disant cette phrase de Albert Einstein. Je vais essayer de vous la citer sans trop l'abîmer. Ce n'est pas tant ceux qui font le mal qui sont à critiquer, c'est ceux qui regardent et qui laissent faire. Donc, ne laissons pas faire. C'est une phrase d'actualité. On va peut-être, pour arriver à vos engagements, et puis à vos dadas aussi, si vous voulez, à vos passions, vos engagements, vous évoquiez à l'instant vos interventions dans les classes d'école, c'est lié à cette histoire algérienne qui se finit quand, en fait, finalement? Votre premier contact avec l'Algérie se conclut comment et à quelle époque? Eh bien, moi, j'ai quitté l'Algérie donc fin septembre 62, donc j'ai connu l'indépendance algérienne. J'ai même connu quelque chose quand même qui est assez profondément émouvant. Je n'ai pas cessé de dire que j'étais contre cette guerre et si j'avais à choisir, j'aurais pris le parti des Algériens. Et j'avais d'ailleurs un capitaine qui à un moment me traitait de fait de laga. C'est vous dire que les choses étaient... Ça avait le mérite d'être clair. Que les choses étaient claires. Mais je peux obéir aux ordres, mais je commence toujours par dire mon point de vue, ma vérité. Que les choses soient claires, au moins pas d'ambiguïté. Que ce soit clair. Alors après, un général, c'est un général, un militaire est soumis aux ordres de sa hiérarchie, alors on ne peut pas tout faire, mais enfin, c'est pas, enfin je ne me soumets pas par définition. Donc voilà. Mais oui, donc je trouve très important ces interventions qui permettent de montrer la complexité de la guerre. Vous le savez, nous intervenons d'une manière générale un ancien appelé, un ancien pied noir, un juif d'Algérie quand on peut, un ancien harki et un ancien membre du ALN. Donc quand vous, sur la même estrade, ces 4 personnes ou ces 5 personnes donnent leur récit, montrent la fraternité qui les anime derrière cette estrade, c'est déjà un message extrêmement fort. Donc moi, mon message essentiel, c'est de raconter un peu mon histoire, mais l'essentiel pour moi, c'est d'éveiller les consciences des adolescents. Je parlais tout à l'heure, je finis généralement en disant « indignez-vous », pour reprendre cette phrase de Hessel, mais aussi « n'ayez pas peur », pour reprendre cette phrase de Jean-Paul II. Donc soyez éveillés, prêts à défendre vos valeurs, à défendre la dignité humaine, et ne vous laissez pas embarquer, en particulier par les fake news qui aujourd'hui sont tellement répandues dans notre société et qui font un désastre. Oui, et merci aux réseaux sociaux, on pourra peut-être en évoquer un petit peu le danger et les limites, les limites d'analyse effectivement quand on est adolescent, mais vous vous adressez donc dans le cadre d'une association que vous avez rejoint. Absolument. Je veux bien que vous me disiez quelques mots sur... Association des anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre. Ça a le mérite d'être clair. Elle a été créée en quelle année, cette association ? Elle a été créée il y a exactement 20 ans, en 2004, par des agriculteurs, des petits éleveurs de brebis du Tarn et de l'Aveyron, et leur histoire est très intéressante. Au moment où ils devaient recevoir leur pension militaire, au titre d'anciens combattants, ils ont dit non, c'est pas possible, nous avons du sang sur les mains, si nous n'avons pas véritablement du sang sous les mains, nous nous sommes compromis dans cette guerre honteuse, il n'est pas possible que nous acceptions de l'argent pour ce que nous avons fait en Algérie. Ça a été leur premier réflexe.
Leur second réflexe a été de dire, ben non, peut-être que cet argent servira à acheter des avions ou des chars. Donc on prend cet argent, on constitue une association, et cet argent, nous le reverserons tous les ans à des associations algériennes qui ont connu la guerre, qui ont connu la colonisation, à ce pays qui a connu la guerre et la colonisation, et aussi d'ailleurs à des associations palestiniennes, puisque ce pays connaît également la guerre depuis maintenant plus de 60 ans. La guerre et la colonisation depuis environ 60 ans. Donc, cette association, lorsque j'ai appris qu'elle existait, moi qui n'avais jamais songé à demander ma carte de combattant et une retraite de combattant, j'ai été émerveillé par ce récit, et j'ai immédiatement adhéré, et je reverse évidemment ma pension à cette association qui le reverse en Algérie. Donc c'est une très belle association, qui n'a qu'un objectif, évidemment, c'est à la fois de réparer ce qui a été commis pendant cette guerre, et aussi de favoriser la réconciliation, et plus que ça d'ailleurs, la fraternisation avec le peuple algérien, que ce soit en Algérie, puisque nous faisons des voyages en Algérie, et à chaque fois avec la recherche de rencontres avec des anciens moudjahidines, qui, comme les anciens appelés, sont de moins en moins nombreux. Mais pour nous, serrer la main d'un ancien moudjahidine, c'est pour nous des gestes extraordinaires. On est d'ailleurs toujours très, très, très bien accueillis, je tiens à le souligner. Et d'ailleurs, dans les projets que vous soutenez, ils sont très, très, très éclectiques, en fait. Très divers, oui, bien sûr, oui. Il faut toujours, on essaye de faire ça avec beaucoup de rigueur, donc on a un questionnaire assez précis, on essaye de contrôler que nous n'avons pas affaire à des imposteurs, bien sûr. À l'occasion des voyages, on essaye de vérifier si notre argent est bien employé, mais bon, bien sûr, non, c'est assez divers. Il peut y avoir des bibliothèques, il peut y avoir des soins pour des personnes handicapées, pour des hôpitaux, enfin c'est tout à fait divers. Et parce que cette relation, cette histoire franco-algérienne, effectivement, vous la portez. Moi, j'en suis un petit peu, pas dépositaire, mais j'en suis un peu l'héritière. C'est-à-dire que c'est aussi la notion que tant que les témoins sont présents, on peut encore raconter. Et vous intervenez, ça fait partie également des activités de la 4ACG, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, vous intervenez très régulièrement dans des écoles. Ça va à partir de quelle classe? C'est essentiellement collège et lycée. Oui. Essentiellement collège et lycée, mais il nous arrive d'intervenir également à l'école élémentaire, et c'est toujours passionnant. Au niveau du CM2, je l'ai fait moi plusieurs fois, et j'ai trouvé ça génial. Parce que du coup, l'enseignement, c'est dans le cadre d'un enseignement, enfin, vous venez en complément de cours d'histoire, c'est ça? Bien sûr, il y a des programmes, il y a des programmes qui changent de temps en temps, mais c'est depuis seulement 1983 que les programmes dans l'enseignement des collèges et des lycées, que les questions algériennes ont été introduites. Je vais lui dire, moi j'ai passé mon bac en 83, j'ai pas pas du tout parlé. Non, maintenant c'est introduit, pas à l'école élémentaire, ce qui est dommage, mais on en parle. Mais bon, c'est vrai que les programmes, bien sûr que moi j'aimerais qu'on en parle beaucoup plus, mais on ne peut pas non plus faire la passe sur d'autres guerres, sur d'autres événements, donc on peut comprendre que l'Algérie ne soit pas au centre. Mais c'est très important parce que on sait très bien qu'il y a encore de nombreuses fractures dans la société française, et lorsque j'ai dit tout à l'heure que nous avions ce souci d'une fraternisation avec le peuple algérien en Algérie, nous avons également ce souci en France. J'allais dire, oui, j'imagine que... Des études récentes ont montré que 39% de la population française a des liens avec l'Algérie. C'est Paul-Max Morin qui a fait cette étude avec l'IFOP et qui a fait sa thèse sur cette question. Donc, il y a des enfants de pieds noirs, il y a des enfants de Harkis, il y a des enfants d'Algériens, et donc il faut veiller à ce que la France, la communauté française ne se divise pas en fonction des origines qui sont là. Donc là aussi, nous recherchons la liaison avec des associations en France
qui rassemble des Algériens. Je pense à l'association à Villejuif, une association Oasis à Aubervilliers, où nous avons des contacts et on a toujours plaisir à ces rencontres. Christian, si vous m'autorisez, lors de vos interventions, est-ce qu'il y a des questions ou des sujets qui reviennent assez facilement, ou est-ce que ces réunions, ces rencontres avec ces collégiens ou lycéens sont vécus comme des exutoires ou il y a encore des sujets sensibles. En fonction de l'endroit où vous êtes, j'imagine. Avez-vous tué, avez-vous tourné la GIGN? C'est des questions qui peuvent être posées. Le point le plus délicat concerne les harkis. Jusqu'à présent le problème des harkis est encore vif, parce que dans les familles d'origine algérienne, il n'est pas rare quand même qu'on fasse le procès. De toute façon, le mot harki est tombé dans le langage courant, c'est que quand on traite quelqu'un de harki ou de harki, c'est la notion de traîtrise ou de traître, donc ça veut dire, au-delà, est sorti du contexte de la guerre d'indépendance. Alors c'est très important, moi je témoigne très souvent avec un harki, et c'est très, lui, là, on peut dire en un mot sa situation. Son père avait fait la guerre de 39-45, il était fier de l'avoir fait. Je crois qu'un discours du général de Gaulle, il l'a marqué son approbation. Et il était dans une voiture surchargée, je crois qu'il y avait 7 personnes dans la voiture, toute sa famille et lui-même ont été tués. Toute sa famille, le père donc, de ce garçon qui s'appelle Guerfi, son père a été tué et 7 membres de sa famille ont été tués le même jour. Donc ça vous marque forcément. Et il était très jeune, il fait qu'il avait bénéficié quand même d'une certaine éducation, et je crois qu'il avait passé le brevet, donc on l'avait nommé quand même instituteur. Les autorités locales lui avaient dit de reprendre une école qui avait été dévastée d'ailleurs par le FLN, ça arrivait. Ça arrivait aussi. Donc, il faut le dire. Il avait repris une école et il faisait son métier d'instituteur, et quand il a eu l'âge de faire le service militaire, on lui a proposé, un officier, parce qu'il devait aller en Allemagne, comme beaucoup, et surtout les Algériens, on les envoyait en Allemagne faire leur formation militaire, et il a dit, moi j'ai 5 ou 6 frères et sœurs, il y en a un qui a 2 ans, ma maman est seule, est-ce que je peux rester en Algérie? Donc l'officier en question a dit, ok, je vais arranger le coup, tu vas rester comme instituteur, et comme ça tu pourras soutenir. Donc, il n'a jamais eu une arme à la main. Et il n'empêche qu'au moment de la libération, au moment de l'indépendance, il a quand même été torturé, et il a subi des sévices. Il a réussi à fuir et venir en France, et il a une belle carrière en France, mais c'est un cas semblable. Et moi je dis souvent qu'on sait que dans des familles, l'un était au maquis, et l'autre précisément pour nourrir la famille, parce qu'on était payé quand on était harki, il s'était mis en harki, puis peut-être une certaine prudence, on met des œufs dans 2 paniers différents, mais enfin bon, il y a tous les cas de figure. Mais... Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la question effectivement de ne pas juger 60 ans après, ou 10 ans après. Qu'aurait-on fait à leur place? C'est effectivement une question qu'on pourrait poser. Le moment est à l'apaisement, mais ces questions-là sont encore assez vives. On se rend compte, on se rend compte. Je pense que beaucoup d'immigrés qui sont en France, donc d'origine algérienne, ont encore cette idée en tête. Je peux le comprendre, mais à un moment, il faut avoir, d'abord, chaque cas est particulier, et puis 60 ans après, il faut... Et puis quel message et quel héritage on laisse aux générations qui suivent aussi. Si nous-mêmes on n'a pas réglé ces questions-là, ou on n'est pas dans l'apaisement, qu'est-ce qu'on transmet aux générations, à nos descendants, qui ne seraient effectivement empreints de cette haine, de cette envie de revanche, et puis, que vous le disiez à juste titre. Mais dans les familles, il y a des échos extrêmement divers. Il y a des transmissions qui sont très différentes. Notre travail, c'est un petit peu de déconstruire ce qu'ils ont reçu, parfois de manière partisane, par leur famille. Même parmi les Pieds Noirs. Les Pieds Noirs, il y a encore des Pieds Noirs nostalgiques de l'Algérie française, il y en a, qui transmettent. Il y a des Algériens qui sont encore, qui ont encore un sentiment d'hostilité
vis-à-vis de la France. Tout ça est reçu par des jeunes. Donc, dans un contexte un peu tendu qui effectivement peut facilement... Il faut déconstruire tout ça. C'est ce qu'on essaye de faire. D'autant plus que vous disiez à juste titre, l'enseignement de la guerre d'indépendance, de la guerre d'Algérie, ne remonte qu'à une petite quarantaine d'années en France. On n'évoquera pas, parce que je le connais très mal, mais je pense que l'enseignement de cette guerre en Algérie a été aussi un petit peu galvaudé, mais il n'y a pas mieux que la parole des témoins. Et effectivement, on est dans une période, et si vous voulez, je conclurai là-dessus, on est aussi dans une période, et c'est une démarche, un moment aussi où chacun arrive à un moment à un certain âge, où il y a besoin effectivement de faire un bilan sans doute sur sa vie, et puis parce que beaucoup d'anciens appelés, dans ces appelés, sont rentrés très traumatisés de cette guerre, il faut le dire aussi, et ça a été un mutisme pendant des années. C'est sans doute un des mérites de la 4ACG. Nous observons, c'est que beaucoup d'anciens appelés, de membres de la 4ACG, n'ont jamais parlé de cette guerre, et d'ailleurs Simone de Bollardière, qui a été notre présidente d'honneur, nous le disait, vous êtes... des merveilleux, elle avait cette expression très, très amicale, mais elle disait parlez, et elle essayait de dire il faut absolument que vous libériez de tous ces traumatismes subis. Moi, j'ai jamais observé la moindre torture, jamais. Je n'ai jamais eu un fait de la gare au bout de mon fusil. J'ai dit dans quelles conditions. J'ai peut-être pas fait quand même des choses très honorables, mais je n'ai pas eu véritablement de traumatisme. Il n'empêche que, moi, je n'ai absolument pas, quand je suis rentré, on m'a posé très peu de questions, pour ne pas dire pas du tout. J'ai essayé d'entrer dans la vie active, je me suis marié, j'ai eu des enfants, enfin bref, Vous avez fait votre vie, du coup... Pendant toute ma vie professionnelle, l'Algérie était très très loin. Alors, si près quand même que je peux dire une chose à cet égard, à propos de vie professionnelle. La dernière année de ma vie professionnelle, donc chez Hachette Éducation, comme éditeur, donc, nous avons créé une filiale d'édition qui s'appelle la SEDIA, qui existe toujours, Société d'édition et de diffusion internationale algérienne. SEDIA. Et j'ai eu l'honneur d'être le président du conseil de surveillance de cette société que j'ai mis sur pied. Nous avons procédé à l'inauguration en 2000, et nous avons formé des éditeurs en Algérie. Donc vous imaginez le petit instituteur algérien en 1960 qui en 2000 a le bonheur, moment d'émotion intense, de créer une filiale d'édition scolaire en Algérie. Et c'est dans la démarche que vous évoquez, la démarche de la 4ACG aussi, d'aller, en tout cas de réparer ce qui est réparable, en tout cas de tendre la main, avec toujours garder à l'esprit que les ennemis d'hier peuvent être, en tout cas des frères d'aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on répare pas, on vient pas sur le passé, on réécrit pas l'histoire, mais il faut vraiment, et c'est une leçon qu'il faut garder, savoir regarder puis construire du négatif, et en tout cas ne pas rester dans la haine et la rancune, sinon on n'avance pas. Mais il faut dire qu'à cet égard, autant le régime algérien, le système algérien entretient, comme si c'était le ciment de leur existence, entretient la haine de la France, ce n'est pas du tout le cas des Algériens. Je peux vraiment dire que j'ai quand même fait plusieurs voyages en Algérie au cours des récentes années, y compris avec ma femme, ils nous entendent parler français. Ah, des Français, vous êtes les bienvenus. Vous êtes chez vous, voilà. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et ils vous invitent à déjeuner. Enfin, c'est extraordinaire comme accueil. Alors moi, j'essaye quand même de les titiller en disant, vous savez pourquoi on vient? Parce que quand même, moi, j'étais en 1960-62, j'étais en Algérie, j'étais appelé. Ah, oubliez tout ça, c'est du passé. Donc, l'attitude, alors ça fait partie de leur culture. Aussi, mais quand même, c'est surtout la sincérité qui sort de ces messages. C'est magnifique. On rencontre probablement un accueil plus favorable chez les Algériens en Algérie que dans les relations que nous pouvons avoir avec des Algériens en France. Je me souviens au Maghreb des livres d'avoir parlé de nous en disant on essaye de fraterniser, on essaie de se réconcilier. Je me souviens de quelqu'un qui a dit c'est impossible. Compte tenu de tout ce que vous avez fait, c'est impossible. On ne peut pas oublier. Enfin, bon, je peux comprendre, mais c'était un peu rude quand même. Cette position, effectivement,
en tout cas à mes yeux, n'est pas constructible et puis pas positive. Et puis à un moment, il faut sortir effectivement de ce que certains ici appellent la rente mémorielle aussi. Hein. On peut parler effectivement côté algérien de cet entretien d'une certaine effectivement haine ou en tout cas notion d'importance que la France se positionne et demande pardon, de réparation, voilà. Je pense qu'il faut juste à un moment évoluer, qu'on ait deux peuples qui devraient être appelés à travailler ensemble, vu cette histoire qui nous rapproche plutôt qu'elle nous divise. Oui. Mais bon, heureusement, il y a quand même beaucoup d'Algériens qui participent, enfin qui ont ce sentiment. Oui. qu'ACG continue de vivre, mais elle a surtout besoin de soutien. Elle a besoin de soutien, elle a besoin d'adhérents. Oui. Elle a besoin d'adhérents, mais elle est sur le plan, c'est plutôt en termes de notoriété, car sur le plan financier, recevant nos pensions militaires, on ne peut pas dire qu'elle soit pauvre. Néanmoins, cet argent, il bénéficie donc au peuple algérien et au peuple palestinien, plus il y en aura, mieux on se portera. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est que nos idées soient aussi répandues que possible. Ce sont des messages contre la guerre, ce sont des messages de fraternité, ce sont des messages de paix, et là, on n'en fait jamais trop. Donc ce que je peux conseiller à vos auditeurs, c'est de consulter notre site, qui est d'une extrême richesse. Hein. Et vous avez des bureaux, des représentations un peu partout en France? Nous avons des correspondants régionaux. Nous avons des correspondants régionaux, avec évidemment des régions plus ou moins actives que d'autres, ça va sans dire, comme dans toute association. Mais j'insiste sur ce site qui est véritablement un lieu de ressources très important, tout comme d'ailleurs mon Algérie à moi. Oh, c'est gentil, belle conclusion. Oui, il y a quand même eu en France, parmi les Français, des personnes courageuses, qui ont refusé, des insoumis, des réfractaires non violents. Nous en avons plusieurs dans notre association. Et nous avons des personnes comme Niels Anderson, nous avons d'abord Henri Alleg, qui a publié quand même la question pour dénoncer la torture. Nous avons Niels Anderson, qui a republié après son interdiction en Suisse pour pouvoir la diffuser. Il y a tout de même, des personnes, j'ai évoqué tout à l'heure Stanislas Hutin, qui est un de nos appelés, un de nos adhérents, le plus ancien sans doute aujourd'hui, puisqu'il est sensiblement plus âgé que moi, et qui a révélé, a assisté à des mouvements de torture, et a révélé publiquement la torture dès, je crois, 1956 ou 1957. Et puis il y a naturellement la figure exceptionnelle du général de Bollardière, qui, après avoir été un des premiers résistants au moment de la guerre auprès du général de Gaulle, qui avait combattu en Algérie, puisqu'il était militaire de carrière, a réfléchi et a dit « c'est pas possible, nous avons lutté contre l'occupant allemand, contre le nazisme, et que faisons-nous en Algérie si ce n'est la même chose ?» Et quand il a été informé des exactions de torture, c'est là qu'il s'est révolté et qu'il a, après avoir fait 2 mois de forteresse, quitté l'armée française et ensuite être un formidable militant pour la paix. Et puis par les temps qui courent, voilà, n'oublions pas, inspirons-nous toujours du passé, même si on dit que l'histoire se répète. Dans des moments un peu de fragilité comme ça, effectivement, ne nous laissons pas abandonner aux tentatives, aux appels de sirène des partis extrémistes. On est dans une période compliquée. Naturellement, je ne peux qu'approuver ce que vous venez de dire. C'est pas la peine de développer, c'est tellement évident. On s'est compris, comme dirait l'autre. Merci beaucoup, Christian. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Précieux témoignage. Merci infiniment.